La salle de musique peignait dans la lumière de mai. Un violoncelle reposait sur son support près de la fenêtre ouverte. La note, un La, vibra dans l'air, juste, pleine, vivante. Puis le silence. Un silence qui n'était plus vide, mais plein de quelque chose qui venait de naître. Quelqu'un avait touché l'instrument. Quelqu'un l'avait accordé. Et dans cette pièce qui avait été un tombeau pendant 18 mois, le son d'une corde juste résonnait comme une promesse tenue. 4 mois plus tôt, le grand salon du château de Montvalier scintillait sous les chandeliers de février. 20 couverts de cristal reflétaient la lumière froide qui tombait des fenêtres hautes. La nappe était blanche, tendue comme une surface de neige intacte. Charlotte de Vérac était assise à la droite du marquis de Luçan, ses cheveux châtains relevés en un chignon souple qui dégageait la courbe de sa nuque. Elle riait. Le rire cascadait de sa gorge, haut et clair, avec cette inflexion particulière qui montait puis redescendait comme une gamme jouée sur un instrument à cordes. C'était un rire qui emplissait l'espace, qui attirait les regards, qui réchauffait la pièce entière. Théodore de Montvalier, duc, assis à l'autre bout de la table, serra le pied de son verre. Le cristal céda entre ses doigts. Le son fut à peine audible. Un craquement sec, presque intime. Le vin rouge se répandit sur la nappe blanche, coulant entre ses doigts sans qu'il baisse les yeux. Il ne regardait pas sa main. Il regardait Charlotte. Ou plutôt, il regardait le rire de Charlotte. Ses yeux étaient fixes, sa mâchoire serrée, et ses doigts restaient fermés sur les éclats de cristal comme s'il ne sentait rien. Au fond de la salle, près du clavecin recouvert d'un drap de velours sombre, Agnès Kessler se tenait debout, les mains croisées devant elle. Elle portait une robe simple de laine grise, sans ornement, et ses cheveux noirs étaient tirés en arrière en un chignon strict qui révélait la finesse de ses traits. Elle n'était pas invitée au dîner. Elle était l'accordeuse, employée depuis 4 mois pour entretenir les 8 instruments de la collection Montvalier. Elle venait d'accorder le clavecin l'après-midi même, et Madame de Fontenay, cousine de la duchesse défunte, avait insisté pour qu'elle reste dans la salle au cas où l'instrument nécessiterait un ajustement pendant le repas. Agnès ne regardait pas Charlotte. Elle regardait la main du duc. Elle vit le cristal se briser. Elle vit le vin couler. Et elle reconnut le geste. Son père faisait la même chose le jour où sa mère était morte. Il avait serré le bord de l'établi, jusqu'à ce que le bois craque sous ses doigts. Ce n'était pas de la colère. C'était de la fatigue. La fatigue d'une corde tendue au-delà de sa résistance, qui cède sans violence, simplement parce qu'elle ne peut plus tenir. Les yeux de Théodore se levèrent. Ils croisèrent ceux d'Agnès à travers la salle. Il vit qu'elle avait vu. Pas le verre brisé. Cela, tout le monde le verrait dans quelques secondes. Elle avait vu ce que le geste signifiait. Elle avait vu ce que personne d'autre ne voyait. À la tête de la table, Madame de Fontenay sourit faiblement. Elle avait placé Charlotte à côté du marquis de Luçan délibérément. Elle avait attendu ce moment. Mais elle ne savait pas encore que son piège avait fonctionné pour la mauvaise raison. Elle croyait provoquer la jalousie. Elle avait provoqué le deuil. Un domestique s'approcha de Théodore avec une serviette blanche. Le duc leva enfin la main, laissant tomber les éclats de cristal sur la nappe tachée. Il ne dit rien. Il essuya le vin de ses doigts avec une lenteur qui semblait calculée, comme s'il se forçait à chaque geste. Puis il se leva, s'excusa d'une voix calme qui ne tremblait pas, et quitta la salle. Agnès resta immobile près du clavecin. Ses yeux suivirent Dzor le duc jusqu'à la porte, puis revinrent sur la table. Charlotte avait cessé de rire. Elle regardait la nappe tachée avec une expression qu'Agnès ne pouvait pas déchiffrer. Madame de Fontenay, elle, regardait Agnès. Leurs regards se croisèrent. Fontenay inclina légèrement la tête, et Agnès comprit que quelque chose venait de commencer.
Le lendemain matin, Agnès entra dans la salle de musique pour accorder le clavecin. La pièce était froide. Les fenêtres donnaient sur le parc enneigé, et la lumière de février tombait en plaques pâles sur le parquet ciré. 7 instruments étaient disposés dans la salle. Le clavecin, 2 pianofortes, un violon, un alto, une harpe et le violoncelle. Le violoncelle Guadagnini de 1745, posé sur son support près de la cheminée éteinte. Agnès ne l'avait jamais touché. Le duc le lui avait interdit le premier jour. Elle s'assit devant le clavecin et ouvrit sa sacoche de cuir usé. Les outils de son père, clés d'accord, diapason, feutre, étaient rangés avec un soin méticuleux. Elle sortit le diapason, le frappa contre le bord du clavecin et écouta le la vibrer dans l'air. Puis elle commença à travailler, testant chaque corde, ajustant les chevilles avec des gestes précis. Elle murmurait aux cordes comme son père le faisait. Doucement. Pas trop. Là. Voilà. La porte s'ouvrit derrière elle. Elle ne se retourna pas. Elle reconnut le pas, lent, mesuré, le pas d'un homme qui ne se pressait jamais. Théodore de Montvallier entra dans la salle de musique et referma la porte derrière lui. Il portait une redingote sombre, boutonnée jusqu'au col, et ses mains étaient croisées dans son dos. Il s'arrêta à 3 mètres d'Agnès et la regarda travailler en silence pendant plusieurs secondes. Puis il dit « Vous avez vu ?» Agnès leva les yeux du clavecin. Elle tourna la tête vers lui sans se lever. « J'ai vu votre main. Et qu'est-ce que vous avez vu ?» demanda-t-il. Agnès posa la clé d'accord sur le couvercle du clavecin. Elle le regarda en face. La même chose que quand une corde se tend trop. Pas de la colère, de la fatigue. Théodore ne répondit pas immédiatement. Ses yeux se détournèrent vers le violoncelle posé près de la cheminée. « Vous n'y avez jamais touché. »« Vous me l'avez demandé, » dit Agnès. « Mais vous savez qu'il est désaccordé. » Agnès inclina la tête. « Le mi bémol dérive depuis 6 mois. Je l'entends depuis le couloir. » Théodore fit un pas vers le violoncelle, puis s'arrêta. « Ne le touchez pas. »« Ce n'est pas un ordre que vous me donnez, » dit Agnès doucement. « C'est un ordre que vous vous donnez à vous-même. » Le duc la regarda pendant un long moment, puis il se tourna et sortit de la salle. Mais il ne ferma pas la porte derrière lui. La porte resta ouverte, laissant entrer l'air froid du couloir. Agnès entendit ses pas s'éloigner sur le parquet, puis le silence revint. Elle reprit son travail, mais ses mains tremblaient légèrement. Elle frappa le diapason une 2e fois et écouta le la vibrer dans la pièce vide. Le son était juste. Mais à travers la porte ouverte, elle entendait le mi bémol du violoncelle, une note qui dérivait lentement, jour après jour, s'éloignant de sa vérité. Dans le couloir, à l'abri des regards, Madame de Fontenay se tenait près d'une fenêtre. Elle avait entendu la conversation. Elle n'avait pas vu les visages, mais elle avait entendu les mots. Elle tourna les talons et descendit l'escalier vers le salon de réception, où elle écrivit une note brève à l'attention de Charlotte de Vérac. Puis, elle appela un domestique et lui donna l'ordre de surveiller les allées et venues de la cordeuse. Elle voulait savoir combien de temps Agnès passait dans la salle de musique. Et si le duc y retournait? 3 semaines passèrent. Agnès continuait ses rondes mensuelles. 7 instruments, tous sauf le Guadagnini. Elle entrait dans la salle de musique à 9 heures, chaque mardi. Accordait ce qui devait l'être, nettoyait les cordes, vérifiait les chevalets. Le duc ne revenait pas pendant qu'elle travaillait. Mais elle savait qu'il écoutait. Elle l'entendait dans le couloir. Ses pas s'arrêtaient devant la porte, puis repartaient après quelques minutes. Il ne disait rien. Il n'entrait pas. Mais il écoutait le son de la clé d'accord, les notes de test, le murmure qu'elle adressait aux instruments.
Agnès ne savait pas pourquoi il écoutait, mais elle savait qu'il le faisait. Lucien, le valet de chambre du duc, avait été engagé après la mort de la duchesse. Il n'avait jamais connu Adèle de Montvallier. Sa loyauté était au duc vivant, pas à la mémoire d'une femme qu'il n'avait jamais vue. Il savait que Théodore passait chaque nuit dans la salle de musique sans jouer. Il savait que le violoncelle était interdit. Et il savait que l'accordeuse entendait le mi bémol dérivé. Un après-midi, alors qu'Agnès accordait le pianoforte près de la fenêtre, Lucien entra dans la salle. Il ne portait rien. Il ne dit rien. Il marcha simplement vers la porte de la salle de musique et l'ouvrit plus largement, permettant au son de se propager plus loin dans le couloir, jusqu'à la bibliothèque où le duc travaillait. Agnès leva les yeux et croisa le regard de Lucien. Il inclina la tête, un geste à peine perceptible, puis sortit. Agnès ne dit rien, mais elle comprit. Quelqu'un dans cette maison voulait que le duc entende. Madame de Fontenay organisa un second dîner. Elle envoya une invitation à Charlotte de Vérac, insistant pour qu'elle vienne passer quelques jours au château. Charlotte accepta. Elle arriva un jeudi après-midi, sous un ciel bas de mars. Agnès la vit descendre de la voiture, enveloppée dans une cape de velours sombre, ses cheveux châtains brillants sous la lumière grise. Charlotte leva les yeux vers les fenêtres du château. Et Agnès, debout derrière la fenêtre de la salle de musique, eut l'impression que Charlotte cherchait quelque chose. Ou quelqu'un. Charlotte de Vérac ne se rendit pas au salon de réception comme Madame de Fontenay l'attendait. Elle demanda à un domestique où se trouvait l'accordeuse. Le domestique, surpris, hésita. Puis, il indiqua la salle de musique. Charlotte monta l'escalier, traversa le couloir et frappa à la porte ouverte. Agnès était assise devant le clavecin, une clé d'accord à la main. Elle leva les yeux et vit Charlotte sur le seuil, son visage pâle encadré par ses cheveux défaits. Charlotte entra sans attendre d'invitation et ferma la porte derrière elle. « C'était de la jalousie ?» demanda Charlotte sans préambule. Agnès posa la clé d'accord sur le couvercle du clavecin. Non, c'était de la douleur. Charlotte s'approcha lentement, ses yeux fixés sur Agnès. « Vous étiez dans la salle ce soir-là. Vous avez vu ce que j'ai vu. »« J'ai vu sa main, » dit Agnès. « Et j'ai entendu votre rire. » Charlotte s'arrêta à 1 mètre du clavecin. « Mon rire ?» Agnès hocha la tête. « Vous riez exactement comme quelqu'un qui l'a perdu. » Le visage de Charlotte devint encore plus pâle. « Qui ?» Agnès ne répondit pas. Elle n'avait pas besoin de répondre. Charlotte comprit. Elle porta une main à sa bouche et recula d'1 pas. « Adèle. »« Vous êtes sa cousine ?» dit Agnès doucement. « Vous ne le saviez pas ?»« Je savais que nos voix se ressemblaient, » dit Charlotte, sa voix tremblant légèrement. « Mais je ne savais pas que... » Elle s'interrompit et se tourna vers la fenêtre. Fontenay m'a placé à côté du marquis exprès. Elle voulait que je rie. Elle voulait qu'il entende. Agnès se leva du banc du clavecin. Pourquoi ? Charlotte se retourna et ses yeux brillaient d'une colère froide. Parce qu'elle croit que si Théodore entend le rire d'Adèle à nouveau, il voudra le garder, en m'épousant. Agnès resta silencieuse. Charlotte fit un pas vers elle. Mais ce n'est pas moi qu'il veut. C'est un fantôme. Et je refuse d'être confondue avec une morte. Elle traversa la salle et sortit sans un mot de plus. Agnès entendit ses pas rapides dans le couloir. Puis, la porte du salon de réception qui s'ouvrait avec violence. La confrontation eut lieu 1 heure plus tard, dans le salon de réception. Madame de Fontenay était assise près de la cheminée, une tasse de thé posée sur la table à côté d'elle. Charlotte entra, les joues rouges, les mains serrées en poing. « Vous m'avez utilisé, » dit Charlotte sans préambule.
Fontenay leva les yeux, surprise. Charlotte, je ne comprends pas. Vous m'avez placé à côté du marquis de Luçan pour que je rie. Vous saviez que Théodore entendrait. Vous saviez que je ris comme Adèle. Fontenay posa sa tasse de thé avec un calme délibéré. Adèle était ma cousine. Tu es sa cousine aussi. Il était naturel que vous partagiez certains traits. Ce n'est pas un trait, dit Charlotte, sa voix montant. C'est une arme, et vous m'avez utilisé comme appât. Fontenay se leva lentement. Je voulais réveiller sa mémoire. Je voulais qu'il se souvienne de ce qu'il a perdu. Et oui, je pensais que s'il entendait le rire d'Adèle à nouveau, il voudrait le préserver. En t'épousant. Mais ce n'est pas moi qui l'entends, dit Charlotte, sa voix se brisant. C'est elle. Et je ne serai pas le fantôme d'une morte. Fontenay fit un pas vers Charlotte. Tu refuses ? Elle acquiesça. Je refuse. Fontenay la regarda pendant un long moment. Puis elle dit, d'une voix froide, « Alors, tu es une ingrate. Adèle t'aimait. Elle aurait voulu que tu prennes sa place. Adèle est morte, dit Charlotte. Et je ne suis pas elle. » Elle sortit du salon et monta directement à sa chambre. Madame de Fontenay resta debout près de la cheminée, les mains serrées sur le dossier de la chaise. Puis, elle appela un domestique et lui donna l'ordre de faire venir Agnès Kessler. Agnès arriva 10 minutes plus tard. Elle entra dans le salon de réception et vit Madame de Fontenay debout près de la fenêtre, le dos tourné. Fontenay ne se retourna pas immédiatement. Quand elle le fit, son visage était dur, ses yeux froids. « Vous avez parlé à Charlotte ?» dit Fontenay. « Elle est venue me parler, » répondit Agnès. « Et vous lui avez dit que le duc avait brisé son verre à cause de son rire. »« Je lui ai dit ce que j'ai vu, » dit Agnès calmement. « De la douleur, pas de la jalousie. » Fontenay fit un pas vers elle. « Vous touchez à ce qu'il reste d'elle. Le violoncelle, la salle, la mémoire, tout ça est à Adèle. Et vous entrez avec vos clés d'accord comme si vous aviez le droit de remplacer ce qui ne se remplace pas. » Agnès ne recula pas. « Je n'ai jamais touché au violoncelle. Le duc me l'a interdit. »« Mais vous voulez le toucher, » dit Fontenay, sa voix montant. « Vous voulez accorder ce qui est à elle. Vous voulez effacer ses doigts. Je veux que l'instrument vive, » dit Agnès. Un Guadagnini de 1745 ne mérite pas de mourir parce qu'un homme confond le deuil avec la fidélité. Le silence tomba sur la pièce. Fontenay la regarda, les lèvres serrées. Puis, elle dit « Sortez ». Agnès sortit, mais en traversant le couloir, elle vit Charlotte debout près de l'escalier. Charlotte avait entendu. Leurs regards se croisèrent. Charlotte hocha la tête. Un geste de solidarité silencieuse. L'alliance avait changé. Charlotte, offensée d'avoir été instrumentalisée, s'était rangée du côté d'Agnès par dignité. Madame de Fontenay attendit le soir pour confronter Théodore. Elle le trouva dans la bibliothèque, assis près de la fenêtre, un livre ouvert sur ses genoux, qu'il ne lisait pas. Elle entra sans frapper et ferma la porte derrière elle. « Théodore, nous devons parler. » Le duc leva les yeux. « De quoi ?»« De l'accordeuse. » Théodore ferma le livre et le posa sur la table à côté de lui. Agnès Kessler fait son travail. « Elle fait plus que son travail, » dit Fontenay. « Elle touche à ce qu'il reste d'Adèle. »« Elle accorde des instruments, » dit Théodore calmement. « C'est pour cela que je l'ai employée. Elle veut accorder le violoncelle d'Adèle, » dit Fontenay, sa voix tremblant légèrement. « Elle me l'a dit elle-même. Elle veut effacer les doigts de ma cousine. » Théodore se leva lentement. Elle ne m'a jamais demandé de toucher au violoncelle. « Mais elle le veut, » insista Fontenay, « et si tu ne la renvoies pas, je dirai au comté que tu profanes la mémoire de ma cousine avec une accordeuse alsacienne. » Le duc la regarda en silence pendant un long moment.
Puis il demanda. « Et si je refuse de la renvoyer ? » ?»« Alors je parlerai, » dit Fontenay. « Je dirai que tu as oublié Adèle. Que tu as remplacé sa mémoire par une femme qui n'a ni nom ni rang. Que tu as laissé une étrangère toucher ce qui était sacré. » Théodore ne répondit pas. Il se tourna vers la fenêtre et regarda le parc enneigé. Fontenay attendit. Puis, elle sortit, laissant la porte ouverte derrière elle. Cette nuit-là, Lucien trouva Théodore debout dans la salle de musique, face au violoncelle. Le duc ne jouait pas. Il ne touchait pas l'instrument. Il le regardait simplement, les mains croisées dans son dos, le visage fermé. Lucien s'approcha et dit doucement « Monsieur, le mi bémol dérive. » La duchesse n'aurait pas voulu ça. Théodore ne se retourna pas. Qu'est-ce qu'elle aurait voulu? Que quelqu'un joue, dit Lucien. Que l'instrument vive. Théodore resta silencieux. Lucien attendit encore quelques secondes, puis sortit, laissant le duc seul dans la pièce froide. Le lendemain matin, Agnès reçut une lettre. Elle la trouva glissée sous la porte de sa chambre. L'enveloppe portait le sceau du château de Montvallier. Elle l'ouvrit avec des mains qui ne tremblèrent pas, mais son cœur battait vite. La lettre était brève. « Mademoiselle Kessler, vos services ne sont plus requis au château de Montvallier. Vous êtes priée de quitter les lieux avant la fin de la semaine. Pas de signature, pas d'explication. » Agnès plia la lettre et la glissa dans la poche de sa robe. Elle regarda autour de sa petite chambre, la malle de son père dans le coin, les outils d'accord posés sur la table, le diapason qui avait appartenu à Wilhelm. Elle commença à emballer ses affaires. La nuit suivante, Agnès entra dans la salle de musique une dernière fois. Elle avait l'intention d'accorder le clavecin avant de partir. Une dernière tâche, un dernier geste de respect pour les instruments qu'elle avait entretenus pendant 4 mois. Mais quand elle entra dans la pièce, elle ne se dirigea pas vers le clavecin. Elle s'arrêta devant le violoncelle. Elle ne le toucha pas. Elle le regarda. Le bois sombre luisait faiblement sous la lumière de la lune, qui entrait par la fenêtre. Les cordes étaient tendues, mais le mi bémol dérivait. Elle entendait la fausse note même en silence, une dissonance qui vibrait dans l'air comme une blessure ouverte. La porte s'ouvrit derrière elle. Elle ne se retourna pas. Elle savait qui c'était. Théodore de Montvallier entra dans la salle de musique et referma la porte doucement. Il s'arrêta à quelques mètres d'Agnès et la regarda debout devant le violoncelle. « La lettre n'est pas de moi, » dit-il. Agnès hocha la tête sans se retourner. « Je sais, mais le résultat c'était le même. » Il murmura « Restez ». Agnès se tourna enfin vers lui. « Pourquoi ?»« Parce que depuis 4 mois, cette maison a un son. Ce n'est pas une raison de rester, » dit Agnès. « C'est une raison de m'employer. » Théodore fit un pas vers elle. « Je ne sais pas faire la différence. » Agnès le regarda en face. « Moi, si. Mon père m'a appris à accorder des instruments, pas des hommes. Si je reste, c'est pour le violoncelle. Le violoncelle que je vous ai interdit de toucher. » Elle répondit fermement « Oui, parce qu'il meurt. Et qu'un Guadagnini de 1745 ne mérite pas de mourir, parce qu'un homme confond le deuil avec la fidélité. » Le silence tomba sur la pièce. Théodore la regarda pendant un long moment. Puis il dit, d'une voix si basse qu'Agnès dut se pencher pour l'entendre. « Accordez-le. » Agnès ne bougea pas immédiatement. Elle le regarda, cherchant dans ses yeux la certitude que c'était vraiment ce qu'il voulait. Puis, elle hocha la tête et s'assit sur le tabouret près du violoncelle. Elle sortit sa clé d'accord de sa poche et la posa sur ses genoux. Ses mains tremblaient légèrement, mais elle les força à rester calme. Elle tendit la main vers le violoncelle et toucha le mi bémol. La corde vibra sous ses doigts. Fausse, dérivante. Une note qui avait été belle autrefois et qui était devenue une plaie.
Elle plaça la clé d'accord sur la cheville et commença à tourner, lentement, avec précaution. La note monta, se rapprochant de sa vérité. Théodore ferma les yeux. Le son n'était pas Adèle. C'était le violoncelle sans Adèle. Et le violoncelle sans Adèle était encore beau. Agnès continua. Note par note, le do, le sol, le la. Chaque corde retrouvait sa place, sa justesse, sa voix. Elle testait chaque accord avec le diapason, écoutant la vibration dans l'air, ajustant avec une précision que son père lui avait enseignée. Le violoncelle répondait sous ses mains comme un être vivant qui reprend son souffle après un long silence. Lucien se tenait sur le seuil de la porte ouverte. Il ne dit rien. Il regarda simplement l'accordeuse travailler et le duc debout près de la fenêtre, les yeux fermés, le visage tourné vers le son. Charlotte apparut derrière Lucien, enveloppée dans un châle de laine. Elle aussi resta silencieuse, témoin d'un moment qu'elle comprenait sans avoir besoin de mots. Agnès accorda le dernier accord, le la, la note de référence. Elle frappa le diapason contre le bord du violoncelle et écouta les deux sons vibrer ensemble, parfaitement alignés. Puis, elle posa la clé d'accord sur ses genoux et dit « C'est fait ». Théodore ouvrit les yeux. Il regarda le violoncelle, puis Agnès. « Jouez quelque chose ». Agnès secoua la tête. « Je ne joue pas. J'accorde ». Il murmura. « Alors il attend ». Elle répondit doucement. « Oui. Mais au moins, il est prêt ». Théodore s'approcha lentement. Il s'arrêta à côté d'Agnès et regarda ses mains posées sur ses genoux. Il vit les marques que les cordes avaient laissées sur la pulpe de ses doigts. Des lignes fines, des callosités, des traces d'un travail qui n'était jamais doux. Il tendit la main et prit la main d'Agnès dans la sienne. Il la retourna, exposant la paume et les doigts marqués. Puis, il leva la main vers ses lèvres et embrassa les marques. Un baiser sur chaque doigt. Lent, précis, comme un accord. Agnès leva son autre main et la posa sur la joue de Théodore. Elle sentit la chaleur de sa peau sous ses doigts, la tension de sa mâchoire qui se relâchait enfin. Puis, elle se pencha vers lui et posa ses lèvres sur les siennes. Le baiser fut court, précis. L'oreille d'une accordeuse savait quand le moment était juste. Lucien recula discrètement dans le couloir, entraînant Charlotte avec lui. La porte resta ouverte, mais ils disparurent dans l'ombre. Dans la salle de musique, Théodore et Agnès restèrent immobiles, leurs fronts l'un contre l'autre, leurs mains entrelacées. Le violoncelle reposait entre eux, accordé, prêt, vivant. Le printemps arriva. Les fenêtres de la salle de musique étaient ouvertes, laissant entrer l'air doux de mai. Agnès était assise devant le violoncelle, accordant la dernière corde de sa ronde mensuelle. La porte de la salle était ouverte, et le son se propageait dans le couloir jusqu'au salon où Théodore lisait près de la fenêtre. Une jeune fille entra dans la salle de musique. Elle avait peut-être 12 ans, les cheveux tressés, les mains rougies par le travail des champs. Elle s'arrêta sur le seuil et dit timidement « Madame Kessler m'a dit que vous cherchiez une élève pour le clavecin. » Agnès leva les yeux du violoncelle. « Madame Kessler ?» La jeune fille hocha la tête. « Charlotte, elle est venue au village la semaine dernière. Elle a dit que vous cherchiez quelqu'un pour apprendre. » Agnès posa la clé d'accord sur la table à côté du violoncelle. « Je ne suis pas professeur, je suis accordeuse. Elle a dit que c'était la même chose, » dit la jeune fille. « Que tout commence par l'oreille. » Agnès sourit légèrement. « Comment t'appelles-tu » Elle répondit « Marguerite. Viens, Marguerite. Assieds-toi au clavecin. » La jeune fille traversa la salle avec hésitation et s'assit sur le banc du clavecin. Agnès se leva et vint se tenir derrière elle. « Pose tes mains sur les touches. Ne joue pas encore. Écoute d'abord. »
Agnès frappa le diapason contre le bord du clavecin et laissa le la vibrer dans l'air. Marguerite écouta, les yeux fermés, la tête légèrement inclinée. Puis Agnès dit « Maintenant, trouve la note ». Marguerite posa un doigt sur une touche. Le son résonna dans la salle. C'était juste. Agnès hocha la tête. « Bien. Maintenant, joue ce que tu entends. » Les premiers sons du clavecin joués par des mains nouvelles remplirent la maison qui avait été muette pendant 18 mois. Dans le couloir, Théodore posa son livre et écouta. Il ne ferma pas la porte. Il laissa le son entrer, se propager, emplir les pièces vides. Et pour la première fois depuis la mort d'Adèle, la musique dans le château de Montvallier n'était pas un souvenir. C'était un commencement. L'été arriva. Agnès retourna à Strasbourg pour rouvrir l'atelier de son père. Les outils étaient toujours là, rangés sur l'établi de bois massif, les ciseaux, les rabots, les feutres, les clés d'accord. La poussière avait recouvert tout, mais Agnès nettoya chaque outil avec soin, les remettant à leur place comme Wilhelm les avait laissés. Sur l'étagère du fond, elle plaça l'étui du Guadagnini, apporté de Montvallier pour révision. L'instrument d'Adèle, dans l'atelier du luthier, attendant les mains d'Agnès. Théodore vint la voir un après-midi. Il entra dans l'atelier sans frapper, et Agnès leva les yeux du violon qu'elle réparait. Il portait une redingote simple, sans ornement, et ses cheveux étaient défaits par le vent de la rue. Il ne ressemblait pas à un duc, il ressemblait à un homme. « Ton père faisait ça », dit-il, regardant le violon entre ses mains. « Mon père faisait ça mieux », dit Agnès. Il s'approcha de l'établi. « Non. Ton père t'a appris à écouter, et tu as entendu quelque chose qu'il n'aurait pas pu entendre. » Agnès posa le violon sur l'établi et regarda Théodore. « Qu'est-ce que j'ai entendu ? Que le silence n'est pas la fidélité, dit Théodore. Que laisser quelque chose mourir n'est pas l'aimer. » Agnès hocha la tête lentement. « Et maintenant ? Maintenant, dit Théodore, je veux apprendre à jouer. » Agnès sourit. « Le violoncelle ?» Il acquiesça. « Le violoncelle. Je ne suis pas professeur. »« Tu es accordeuse, dit Théodore. »« Et tu m'as accordé. » Agnès rit. Un son léger, inattendu. Théodore tendit la main et caressa sa joue. Puis, il l'embrassa, lentement, avec la patience d'un homme qui avait appris à attendre. Sur l'établi, à côté du violon en réparation, reposait un petit carré de cristal poli, le pied du verre brisé, monté en presse-papier. Théodore l'avait apporté de Montvallier et l'avait posé là, sans explication. Agnès comprenait. C'était la marque du moment où tout avait commencé, le moment où le deuil avait cédé, où le cristal s'était brisé, où une accordeuse avait vu ce que personne d'autre ne voyait. Le soir, quand le vent de Strasbourg faisait trembler les fenêtres de l'atelier, le cristal ne bougeait pas. Il restait immobile sur l'établi, tenant en place les feuilles de musique que Théodore avait commencé à étudier. À côté de l'établi, l'étui du Guadagnini reposait sur une chaise. Le violoncelle était à l'intérieur, accordé, prêt, vivant. Et à côté du violoncelle, une chaise vide. Personne n'y jouait encore. Mais l'instrument était accordé. Et une chaise vide à côté d'un instrument juste n'était pas une absence. C'était une invitation. La note, un la, vibra une dernière fois dans l'atelier silencieux. Cette fois, quelqu'un était présent dans la pièce. Quelqu'un écoutait. Quelqu'un attendait que la musique commence.